Ce soir, il y avait 5 matchs au programme et plutôt bilan contrasté pour les clubs romans vu que seul le Lausanne Hockey Club va sortir vainqueur de ces différents duels. Soyez bienvenus dans Puck & Goal, les highlights. On est avec Laurent Meunier, avec Doug Boulanger, avec Stéphane Rochette pour vous montrer la majorité, voire la grande majorité de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup d'histoires ce soir à vous raconter et on va commencer par ce qui a été notre match studio ce soir. Lausanne face à Ajoie. C'était le retour de Damien Ria au jeu. Le voici à l'image. C'était aussi un 4e étranger pour la 4e fois de la saison du côté d'Ajoie avec Wenström qui rejouait. Et il y a surtout eu en avant-match le retrait du maillot numéro 61, celui de Florian Kohns. Laurent, c'était la séquence émotion de cet avant-match entre Lausanne et Ajoie. Exactement, ça faisait toujours quand on retire un numéro et spécialement Flo Kohns que je connais bien, c'est vrai que on voyait qu'il était ému. On voyait qu'il était ému. La cérémonie était très bien orchestrée, très bien amenée. Ça a amené Lausanne Hockey Club à ouvrir le score. Doug, dans ce qui s'est passé presque de mieux dans cette première période. Oui, un goal rapide là sur le powerplay. Garnat qui prend un tir frappé. Une petite erreur d'Asselin là-dessus là, qui manque sur sa couverture d'être capable d'aller prendre la ligne du shoot. 4 secondes, Stéphane, en powerplay. Il n'y a pas de bonus. Hein. C'est pas, si tu marques dans les 10 premières secondes ou 20 premières secondes, il n'y a pas de bonus. Donc, ça ne sert à rien. Je rigole. Évidemment, mais non, mais c'est un beau... Asselin, on l'a expliqué, Asselin, il est parti comme s'ils avaient gagné le face-off. Il s'est en allé vers le fond de sa zone pour pouvoir recevoir le puck et dégager. Mais son équipe venait de perdre le face-off clean. Je pense que c'est un manque de concentration. Il n'a pas vu comme il faut. Il fait qu'il n'était pas. Et puis Boson a fait de la lévitation, lui, devant le but. Là. Il a sauté. Ouais, c'était vraiment un gros shoot aussi. Hein. Il y a vraiment un beau shoot. Wolf n'a pas vu le départ de tir, donc il ne pouvait absolument rien. Ouais. Messieurs, on termine cette première période avec les 5 minutes sèches contre Michael Frolik pour cette charge à la bande contre Guillaume Asselin. Stéphane, c'est à toi de nous dire un petit peu ton sentiment. On entendra ensuite nos invités. Bon, le règlement, il dit que si on projette un joueur contre la bande, c'est charge à la bande. Donc, il l'a poussé dans le dos. Asselin tombe sur la glace et glisse dans la bande. La question, c'est... Voilà, il aurait pu se faire très mal. Frolic, il est allé peut-être un petit peu trop fort. Asselin avait de la vitesse. Donc, cette année, on peut donner, pour un boarding, une charge à la bande, 2 minutes tout seul, 5 minutes tout seul sans méconduite pour le match et 5 plus méconduite pour le match. Donc, les arbitres se sont dit, c'est quand même... 2, c'est pas assez. Allons pour 5 minutes sans méconduite pour le match. Donc, et puis, je pense que c'est une bonne décision. J'aurais vécu avec un 2 aussi, parce que je pense qu'Asselin était quand même assez loin de la bande. Mais 5 minutes, ça va. Doug, Laurent? Moi, je vais en profiter qu'on soit à télé. Je vais changer mon verdict. Après la première période, j'avais dit que c'était... je la trouvais sévère, malgré, là, on voit qu'Asselin a quand même pris pas mal de vitesse, puis c'est une bonne poussée. Donc, geste sur lequel, avec 5 minutes, je peux vivre avec. Toi, Laurent, tu la comprends aussi? Je confirme ce que j'avais dit, je la comprends, les 5 minutes. Bon, Doug, en résumé, c'est Doug qui a viré sa veste. Moi, je suis resté dans la zone grise, lui, il a tourné sa veste. Non, les 5 minutes, ouais, ça aurait pu être dangereux pour le joueur d'Ajoie, donc c'est vrai que dans ce cas-là, je pense que 5 minutes, c'est mérité. Qu'est-ce que ça amène, tout ça? Ça amène un 5 contre 3 pour Ajoie, un 5 contre 4, il y a presque 6 minutes, un 5-48, si j'ai bien compté, en supériorité numérique, donc plus de 3 minutes, Doug. Avec 2 hommes de plus, et Ajoie n'y arrive pas. On vient de voir la seule chance de marquer du 5 contre 3. Là, on en avait parlé, mauvais mouvement de puck. Généralement, on veut des one-touch, on veut que le puck bouge rapidement. On veut du mouvement aussi des défenseurs en haut pour les tirs sur réception puis amener du danger. Puis là, il n'y avait absolument rien de ça. Donc, Non, on parlait du mauvais powerplay. Alors là, on l'a confirmé avec les images que ça ne fonctionne pas à Ajoie. Ouais, c'est ça, on voit vraiment qu'ils sont pas en confiance, qu'ils se cherchent, on voit qu'ils gardent le palais une seconde de trop, on voit qu'ils patinent avec, alors au lieu de le bouger rapidement, donc il y a plein de choses qui n'allaient pas, quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand on marque pas avec autant de possibilités? C'est souvent qu'on encaisse le deuxième derrière, Stéphane. Effectivement, donc les relances, Lausanne savait qu'en jouant un jeu de transition très rapide, ça forçait les défenseurs d'Ajoie à reculer rapidement. On a fait ça toute la soirée, et là, c'est une erreur technique d'Ajoie en zone d'attaque qui a donné cette contre-attaque rapide. Là, c'était du ping-pong, pas qu'elle est partout. Et puis, Guillaume Maillard a réussi à battre Wolf en dessous du bras. Encore une séquence, un clip plutôt sympa parce que tout le monde a cru au 3-0 à un moment donné à la Vaudoise Arena sur ce qui pouvait être à ce moment-là le doublé de Guillaume Maillard, Laurent Meunier. Et le puck n'est jamais rentré finalement. Même le joueur, je crois que il hésite, il sait que son puck est peut-être passé à côté.
Les arbitres le valident quand même. Ouais, l'arbitre, il le valide. C'est vrai que nous, d'où on voit à la première vue, on pense qu'il y est. Et là, on va vraiment voir sur cette vue que le puck passe à côté. Et en fait, je pense qu'il touche la canne du gardien, c'est ça. Hein. Ouais, parce qu'il touche la canne du gardien et il va c'est la bande, derrière du but. C'est la bande blanche finalement qui est par-dessus le filet qui arrête le puck. Malgré tout, très beau geste technique de Guillaume Maher. Ouais, exactement. Bon, Ajoie pousse quand même en fin de match. C'est réveillé. C'est la meilleure séquence du club Ajoulot dans cette rencontre. C'est 3-4 dernières minutes animées. Il y a un cafouillage avant. Il y a Spoto qui vient à la rescousse de Boltzhauser. Donc, ça n'a pas voulu finalement pour nous apporter un petit peu de suspense en fin de match. Lausanne était lamentable en fin de match. Les 4-5 dernières minutes, ils se sont mis au niveau d'Ajoie. Ils ont donné des chances de marquer. C'était vraiment Ajoie qui a eu des chances de revenir au moins à un but près. Et là, c'était wow. C'était pas un bon match de hockey. Vraiment, Lausanne a complètement arrêté de patiner, mais je dirais presque les 10 dernières minutes. Ouais. C'était... Surtout qu'après avoir digéré tout ce temps en infériorité, puis en menant 2-0, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter particulièrement. Non, ils géraient leur match, mais là, à la fin de match... Tout le monde courait partout. Ils patinaient pas, il y avait... à mon avis, ils se sont déconcentrés. Ils se sont dit, ouais, c'est tranquille. Et ils étaient plus dans leur match, quoi. Réaction à l'issue de cette rencontre du joueur d'ailleurs qui faisait son retour au jeu ce soir. Damien, 2-0 contre Ajoie, c'est un succès un peu minimaliste, j'ai envie de dire, face au dernier du classement. C'était finalement pas si simple qu'on aurait pu l'imaginer pour le Lausanne Hockey Club. Non, il faut leur donner vraiment du crédit. Ils jouent très bien défensivement, ils restent à l'intérieur et ils nous laissent pas grand-chose. Donc, non, c'était un bon match de notre part, mais il faut leur donner du crédit. Ils ont fait quelque chose de pas mal ce soir. À titre personnel, c'était un retour. Comment vous êtes senti, j'imagine, quand même pas facile après presque 2 mois d'absence? Je suis super content. J'ai vraiment plaisir à jouer avec cette équipe, être de retour et avoir ces fans qui nous chantent derrière. Donc, non, c'est vraiment top. C'est le dernier jour du mois de novembre. Est-ce que la moustache sera toujours là dès demain? Non, dès demain, elle est rasée. Bon, mais merci, ça a le mérite d'être clair. Bon, ça fait plaisir d'avoir le sourire de Damien Ria à l'interview et de le voir pouvoir rechausser les patins. Ah oui, tout à fait. On voit vraiment qu'il est super heureux. On voit que ça lui manquait pendant 2 mois. Et ça, c'est beau à voir quand il y a des joueurs comme ça, ils reviennent de blessure. On a une telle énergie. On est tellement content de rejouer, de retrourer les copains, de rejouer. Et là, ça s'est vu. Il était vraiment heureux d'avoir pu rejouer au hockey, quoi. C'est sûr. Deuxième match, un match important entre des équipes qui sont plutôt dans la partie basse du classement. Lugano qui attendait Genève dans sa patinoire. C'était le retour de Daniel Winnick au jeu, préféré à Marc-Antoine Pouliot. Un match qui va avoir un petit peu de peine à décoller dans son entame, avec très peu de tirs cadrés, quasiment dans les 40 premières minutes de jeu, que 5 tirs cadrés pour Genève. Et l'ouverture du score, souvent, quand le match tarde comme ça, Stéphane, elle décide de la rencontre. C'est Daniel Carr qui marque pour Lugano et qui va propulser Bianconeri vers le succès. Ça, c'est les gestes d'un joueur de talent. Regardez là-bas, puis t'as feinte de tir, il vend son truc, le défenseur qui se compromet, un genou sur la glace et place ça au-dessus de l'épaule du gardien, là. Daniel Carr a manqué beaucoup à cette équipe en début de saison. Ça a eu l'air facile. Dans les matchs amicaux pendant la Champions League au mois d'août, il a marqué quasiment tous les matchs. Il a été blessé tôt dans la saison. Presque pas joué l'année passée. Je pense que c'est un joueur très important pour le gars. On le retrouve, Daniel Carr, pour le 2-0. Doug, il décide vraiment de cette fin de rencontre. Mais Lugano a poussé dans la 3e période et est allé le chercher, ce succès. Oui, là, on voit un tir sur réception, mais en plus, c'est un puck qui roule, donc c'est impossible à lire pour le gardien. Puis, en plus, il est vraiment violent. Ouais. Donc, on dit « always shoot a rolling puck ». C'était le cas, c'était au fond. Ces 2 premiers buts de la saison pour le joueur qu'on a déjà vu dans notre championnat pendant 8 matchs la saison dernière, et le 3e et dernier, Laurent, dans la cage vide pour l'anecdote. Finalement, ça ne changera pas le fil de cette rencontre. Genève, qui après 2 victoires de rang, connaît un coup d'arrêt dans un match important entre le 9e et le 11e de ce championnat. C'est ça, je pense que c'était un match où les 2 équipes étaient très concentrées défensivement, donc il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Et après, c'est le talent de Carr qui fait vraiment la différence. C'est un beau joueur et il a vraiment, c'est lui qui a gagné ce match pour Lugano, quoi. Lugano a fait 10 points sur une possibilité de 12. Et c'est 2 équipes qui avaient énormément de joueurs à l'infirmerie, Stéphane, qui les ont quasiment tous récupérés. Donc,
ça devrait mieux aller peut-être pour les deux. Ben, ça aide, c'est sûr. C'est deux équipes qui sont appelées à aller mieux parce qu'honnêtement, ils ne pouvaient pas faire vraiment. Oui, ça c'est clair. Ils étaient vraiment au fond du trou, là. Et Lugano, ça se replace gentiment. On n'a jamais trop perdu confiance, semble-t-il, au Tessin. On sait qu'il y a de la pression là-bas au Tessin. On pense qu'en Suisse romande, mais au Tessin, les gens sont très, très exigeants. C'est sûr. Vous êtes prêts? Respirez un bon coup. On va pour la rencontre entre Zurich et Fribourg. Énormément de choses à vous dire, à commencer par le retour d'Andrei Bikov, absent depuis le 19 octobre. Le joueur va d'ailleurs faire un très bon match, on en parlera au fur et à mesure. Rikard Grönborg, bien sûr, est toujours sous le feu des projecteurs. Et le match va commencer très rapidement, comme hier, Laurent. Tiens, c'est Zurich qui tire en premier, et c'est Zurich qui prend les commandes avec Yannick Weber, qui se récupère de sa faute d'hier soir, finalement. Ouais, vraiment une belle action avec un super shoot. Alors, c'est pas trop d'habitude sa position de se retrouver comme ça dans le slot, mais il a vraiment bien anticipé. Genre, André Ghetto, je pense, qui remontait, lui, il a pris l'espace dans le milieu, ce qui a permis de se retrouver dans une bonne position, et il envoie un sacré shoot. Donc, magnifique comme but. Fribourg va égaliser derrière, travail de Desharnais, travail préparatoire de Motet, très très belle combinaison. Beau petit placement de puck de Motet. On va jusqu'au bout. Excuse-moi David. Beau petit placement de puck de Motet. Par la suite, Desharnais va lui remettre. Là. Weber là-dessus, il n'est pas tout blanc. C'est pas il Weber, a triché. c'est Troutman. Non, mais qui colle pas son poteau. Là, il a triché en plein milieu. Puis là, il se fait avoir... sur la séquence. On arrive à 7,59. 7,59, c'est le moment où le match aurait pu basculer parce qu'il y aura le 2-1 de Fribourg-Gotteron marqué par Brodin sur un tir de Schmid que le Suédois va dévier. Cross haute ou pas, c'est la première interrogation. Ça va se passer en deux temps. D'abord, les arbitres vont aller voir la vidéo pour la cross haute et on y retournera après, mais d'abord la cross haute, Stéphane. La cross haute, pour moi, il n'y a pas d'évidence. Il faut vraiment, quand on accorde le but sur la glace, il faut vraiment avoir la preuve que, hors de tout doute, que le puck a été touché plus haut que la barre. Mais là, c'était très, très limite. Là. C'est le point de contact. Est-ce qu'il est au-dessus de la barre? C'est très, très, très limite. Les arbitres sont sûrement arrivés à la conclusion qu'ils ne pouvaient pas conclure. Mais avec un bon compas et un équerre, là, pas sûr qu'il n'était pas au-dessus. Mais les arbitres ont dit, OK, on accorde le but. Et Grönborg, lui, il les a laissés patauger. Parce que ça, c'est les arbitres, dans un premier temps, pour une cross-haute, un but marqué avec une cross-haute. Les arbitres vont dans leur propre chef pour contrôler. En sortant de là, il a dit, moi, je challenge pour une obstruction sur le gardien maintenant. Et là, je suis pas d'accord avec la décision des officiels. À mon avis, ils auraient dû refuser ce but-là. Dans la ligne qu'on a vue cette année, je suis d'accord avec Grönborg, là, qui fait du cinéma un peu ses temps, puis qui en rajoute, puis qui il veut se faire voir à la télé. Mais là, ce qu'on a vu cette année, c'est que le corps de Brodin est dans le demi-cercle du gardien et il masque le gardien au moment où le shoot part. Et si on veut être constant avec ce qu'on a vu cette année, je pense qu'ils auraient dû refuser cette réussite. Bon, on a pris bien 10 bonnes minutes donc, pour juger de cette double même situation. Finalement, bon, on l'a pas annulé. J'ai trouvé le challenge de Grönborg là, très, très, très bon et je pensais personnellement que ça allait être refusé. Puis c'est pas le cas. Donc, je me demande s'il n'y a pas un petit peu d'ego des officiels là-dessus, là, qui se sont dit on vient d'y aller à la vidéo, on sait ce qu'on a vu, puis voilà. Ils pouvaient pas, à la vidéo, ils ne pouvaient juger que la cross-haute, pas l'obstruction. Même s'ils voient une obstruction, ils disent rien, ça doit être le challenge de l'entraîneur. Et moi, je pense que là, c'est pas dans la ligne de ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Premier épisode qui sourit à Fribourg ce soir. Derrière, Zurich va quand même égaliser à la 11e minute de jeu. Donc, Laurent, on a eu un super bon début de match là quand même. C'est pas ce qui plaît forcément aux entraîneurs, mais 4 buts en peu moins de 11 minutes. Oui, tout à fait, avec une déviation et un bon shoot. C'était vraiment c'est un match plaisant, ça jouait, les équipes sont joueuses, c'est deux équipes joueuses, donc il y a de la qualité aussi. Et c'est vrai que là, en un peu moins de 10 minutes, je crois qu'il y avait déjà 2-2, donc c'était vraiment plaisant à regarder. Et on ne s'arrête pas, 14e minute de jeu, c'est Mauro Jörg sur un assist de Bikov qui va marquer du patin. Stéphane, sur cette action, tout sourit à Fribourg. Oui, Fribourg, on l'a dit cette année, là, c'est une année comme ça. Regardez là, le puck est trop court pour lui, il veut le réceptionner avec le patin, il le fait dévier dans la cage. Honnêtement, je pense qu'elle arrive sur sa jambe, mais c'est un bon but, il n'y a pas de mouvement de kick. Ça, c'est classique, puck trop court, dévie sur le patin, fini dans le but. Donc, un rebond favorable à Fribourg. Épisode numéro 2. Donc, Kruger va égaliser à 3 partout. Ça ne sera pas un but en powerplay, mais c'est tout comme, Doug, parce que tout a été préparé avant par Zurich. Et puis pour battre Berra, il faut des déviations. Puis là, on en a eu 3 belles ce soir. Donc,
très, très belle déviation. Berra n'y peut absolument rien. Au retour de la troisième période, il y aura un no-goal pour Zurich. Le puck n'a vraisemblablement jamais passé la ligne. Il y aura le 4-3 de Di Domenico à la 53e, parce que comme toujours, Fribourg était un peu moins bien dans la troisième période. C'est Zurich qui avait un petit peu les commandes, Laurent. Mais ils vont profiter de ce powerplay pour repasser devant. Oui, on va voir en fait que c'est le joueur de Zurich avec le patin qui la met entre les jambes de Ludo Weber. Épisode numéro 3. Ouais, déjà hier ils se sont mis un autogol, là ils s'en remettent un, ils sont pas bien payés et on va dire que Fribourg est bien récompensé là-dessus. Mais Justin Azevedo sera finalement le match winner de cette fade rencontre. Le joueur numéro 51 va d'abord égaliser dans les 4 dernières minutes de jeu, suite à ce qu'on en a expliqué de ce temps mort. Stéphane pris par Dubé quelques secondes auparavant, qui laisse aussi la possibilité aux Zurichois de se reposer et d'être lucide pour égaliser. Ouais, c'est ça, on ne l'a pas compris, on l'a expliqué en fin de match, on peut le répéter. Christian Dubé prend un temps mort à quelques 4 minutes de la fin. Il est en avance par un but. Ils ont une chance de marquer un 2 contre 1. L'engagement suivant est en zone d'attaque. Tout roule pour Fribourg. Prend un temps mort. Et puis tout de suite après, Azevedo marque. Voilà. Et Azevedo, on le retrouve pour le but de la victoire. C'est pour compenser un petit peu la chance pétrue par Fribourg. Mais finalement, un bon point quand même, Laurent, pris. Bon, on peut le voir comme ça ou pas? Ouais, alors moi j'adore vraiment ce penalty. Là, il part, il fait les petits gestes et vraiment avec l'épaule, il fait une feinte de corps et il emmène Berra, il l'envoie dans les tribunes et après il a la cage vide pour marquer. J'ai vraiment aimé le dernier petit penalty, il était vraiment beau. Azevedo qui a été très très bon. Très bon tout le long. Ouais. Non, même hier, je l'ai trouvé bon au match hier, il a été présent. Il prend des engagements aussi beaucoup du côté droit. Et non, c'est un bon petit joueur. Merci messieurs. Ça, c'était un nouveau beau match de hockey sur glace, une nouvelle fois entre les deux équipes. La prochaine rencontre qu'on va vous résumer, c'était plus à sens unique, mais pas dans le sens peut-être que l'on imaginait, entre Davos qui est en haut et Langnau qui est quand même en proie au doute, puisque les Emmentalois ont perdu 9 de leurs 10 derniers matchs. Christian Volvend assez serein avant le début de la rencontre, et on va aller à l'engagement et directement au 6-0, parce qu'il y aura un triplé de Jesper Olofsson, c'est but Doug, 19, 20 et 21 de la saison. On vous expliquera pourquoi on arrive à 6-0 après, mais Olofsson, c'est ce qu'on appelle un butch play. C'est le joueur de centre qui pousse le puck entre les pieds du joueur de centre adverse puis qui l'envoie au deuxième poteau pour l'allier. Mosquito, ça marche super bien. C'est ça, ouais. Ça, t'es pas supposé de voir ça en National League. Il y aura un but quand même d'Avosia pour le 6-1, mais si on en est arrivé là, c'est parce que cette scène, avec notamment Enzo Corvi et Robert Mayer, le gardien de Langnau, va amener finalement que le match se décide. On était à 2-0 et il y a ce contact qu'on pense violent sur les images, vraiment. Les arbitres n'ont pas droit au ralenti et tout, et on voit voir avec la caméra depuis derrière, Stéphane, que contact, oui, il y a, mais que Mayer gicle bien suite à ce contact sur son bloqueur. Oui, gicle bien. C'est son... Le contact est contre son bloqueur lui fait perdre son masque. Le contact a l'air beaucoup plus violent qu'il l'est en réalité. Par contre, il y a une pénalité pour Corvi, parce que Corvi, il a le choix de s'arrêter. Il sort pas le coude, il veut pas lui faire mal, il essaie de se faire même un petit peu petit, mais il doit s'arrêter. Il est responsable du contact. C'est lui qui initie le contact en dehors du demi-cercle. Les 5 minutes, c'est trop sévère. Mais honnêtement, si vous le voyez, les gens qu'à la télé, vous l'avez vu pour la première fois, vous vous êtes dit « Waouh, c'est incroyable ». Ben, les arbitres ont eu probablement la même réaction que tout le monde. C'est 5 minutes, c'est incroyable, charge à la tête. C'est pas une charge à la tête. Donc, les arbitres se sont, je pense, fait un peu prendre par ça. 2 minutes, à mon avis, ça aurait été suffisant. Mais nous, on l'a vu après 3 ralentis. Donc, Doug, reste que ça a des grosses conséquences, tout ça, parce que Langnau va marquer 3 fois dans ces 5 minutes et que le match est terminé. Il y aura 5-0 après. Écoutez, ça a fait terriblement mal. Puis rapidement aussi, là, ils ont été vite... Ils ont pris les devants 4-0, là, si je me trompe pas. Puis j'ai pas vu le 5e, je l'ai raté. Mais ouais, c'est clairement le tournant du match. Puis je me demande, moi, quand on regarde les images encore plusieurs fois, si Robert Mayer a pas mis un petit peu de moutarde. Là. Il s'est laissé aller. C'est pas le genre, non? Ouais, quand même un peu. Il est capable. Et après, c'est sur des pénalités comme ça, c'est peut-être, on peut se poser la question, est-ce que les arbitres auraient le droit de revoir ça? Alors ça, c'est toujours la même. En NHL, s'ils disent, OK, pour nous, c'est 5 minutes, en NHL, ils ont le droit d'aller contrôler. Est-ce que c'est vraiment 5 minutes? Ici, on n'a pas le droit. Ça, c'est un long débat qu'on peut avoir une fois dans Backcheck, mais je vous propose de faire comme ça. La question mérite d'être posée, Laurent, t'as très bien fait, mais
Je vous interromps parce qu'on va résumer les scores dans cette soirée avec bien sûr les 5 matchs qui étaient au programme de ce championnat passionnant de la National League. Lausanne qui blanchit et qui gagne à la maison contre Ajoie 2-0. Zurich qui prend sa revanche par rapport à hier contre Fribourg, là aussi au tir au but. Davos fessé à la maison par les Emmentalois pour les raisons que l'on vient de vous expliquer. Zoug, Ambry, eh bien là aussi les Léventins ont pris leur revanche, même qu'ils se sont une nouvelle fois fait peur par rapport au scénario qui a aussi eu samedi entre les deux clubs. Et Lugano qui blanchit Schlegel pour un succès contre Genève Servette 3-0. Eh bien finalement, c'est presque toutes les équipes du bas de classement, entre les places 6 et 12 qui ont gagné et qui ont fait des points ce soir. Donc ça se resserre un petit peu dans les places 7, 8, 9, 10 et 11. 11, on peut l'extraire puisque maintenant Ambry a aussi pris un petit peu d'avance en raison de la défaite de Genève Servette. On jouait aussi en Swiss League. La Chaux-de-Fonds a perdu 6-3 contre Cloton ce soir et Sierre a battu Winterthur et reprend la 6e place. Voilà. Vous savez tout des highlights de ce soir. Avec mes invités, on n'en a pas terminé puisqu'on va encore passer à Backcheck le talk. Ne bougez pas. On vous prépare la scène ici et on discute d'un thème passionnant. Vous verrez. À tout de suite.